qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Pour quelques mots d'introduction. Alors, Jérôme, c'est à toi. Merci Philippe, bonjour tout le monde, bonjour de la Terre. Alors, un grand merci d'être ici présent pour ce panel sur la conservation. Donc, d'entrée de jeu, je vous dirais que cet événement est enregistré et sera diffusé là, via les sites et réseaux de Parlons Territoire, de l'ISFAR, de la Chaire et de l'UQO. Donc, si vous appréciez le moment, ne vous gênez pas pour le propager à d'autres qui seraient intéressés par cette thématique. Donc, ce n'est pas un pur hasard si cet événement se tient aujourd'hui, dans ce 51e jour de la Terre. Donc, c'est un moment, évidemment, où une fois dans l'année, nous célébrons la Terre, toute sa fragilité, sa beauté, mais c'est aussi, je pense, c'est un moment où on peut collectivement poser un constat, et je n'apprendrai rien à personne ici en vous disant que nous sommes dans une ère de changements globaux, hein, où on doit jongler avec des pressions globales, mais qui se cristallisent aussi dans des réalités locales que sont les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, la pollution systémique, la surexploitation de nos ressources naturelles, des espèces invasives. Donc, c'est vraiment un contexte explosif qui nous demande d'être sérieux dans nos réflexions et innovants dans nos réponses. Donc, évidemment, les impacts de ces pressions-là, elles se font sentir autant pour l'humain dans des perspectives de santé, de bien-être, d'inégalité, de justice environnementale, mais également pour la biodiversité, les écosystèmes, le territoire. Il y a plusieurs façons de répondre à ces crises-là, des solutions technologiques, mais de plus en plus, on commence à réfléchir la nature comme une de ces solutions aux changements globaux, un excellent levier de réponse autant à la crise climatique, de la biodiversité ou de ces autres pressions-là. Donc, c'est un petit peu la direction, je crois, que ce panel donnera aujourd'hui sur comment on peut penser la protection du territoire, la conservation, non pas dans une perspective de cloche de verre, mais d'une articulation du territoire afin de répondre à cet enjeu du 21e siècle. Lorsque j'ai commencé, disons, il y a environ 2 décennies à m'attarder plus intimement aux enjeux environnementaux, le Jour de la Terre, c'était quelque chose disons, de sympathique, hein, où on avait une plantation dans une cour d'école, quelques citoyens, une manifestation, mais la résonance politique, économique, elle était anecdotique. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi l'actualité de la journée, avec le sommet climatique organisé par le président américain auquel participent de nombreux chefs d'État en renouvelant leurs engagements climatiques, jusqu'aux annonces faites à l'échelle du Québec sur le désir d'atteindre de 30 % de protection du territoire en 2030 et d'argent nouveau. Bien, je pense que c'est un signal positif qu'on doit y voir, que justement cette conscience-là sur la fragilité de notre planète et l'importance d'agir aujourd'hui, eh bien maintenant, c'est devenu un enjeu transversal dans toutes les sphères de la société, autant chez les individus, les citoyens, les plus jeunes, que dans l'action politique et économique. Évidemment, je pense que ces nouvelles-là qui sont annoncées, on doit s'en réjouir, mais notre rôle, et je vois ici, c'est des gens, des étudiants, des scientifiques, des gens dans des organisations environnementales, on a un rôle à jouer ici de vigie, de chien de garde pour à la fois souligner les bons coups, mais aussi amener les institutions, les décideurs à aller plus loin parce qu'on a besoin de solutions qui sont au diapason de la magnitude de la crise que nous traversons ensemble. Donc, c'est le point que je voulais faire en disant que cette discussion-là, elle est riche, elle sera riche et elle doit être répétée non seulement dans le cadre du Jour de la Terre, mais à tous les jours, hein. On doit se rappeler que ces enjeux-là sont au quotidien, sont bien présents et se réalisent, se destinent à de multiples échelles. Aujourd'hui, on aura la chance d'entendre 4 conférenciers qui nous donneront un regard croisé sur le contexte national de la conservation à l'échelle du Québec, avec un œil plus spécifique dans le sud du Québec, mais aussi un regard sur une réalité régionale, celle de l'Outaouais, de la Petite Nation, et avec une appréciation d'un projet bien concret, l'aire protégée projetée Mashkiki. Donc, je voudrais remercier tout d'abord Philippe et toute l'équipe de Parlons Territoire, de l'Alliance Ariane, de nous avoir invités à joindre cette initiative, ce mouvement.
Et si vous ne les suivez pas encore, c'est une très bonne chose à faire parce qu'il y a des événements nationaux, régionaux qui s'inscrivent dans la conversation nationale sur l'aménagement du territoire qui nous amènera vers de beaux chantiers de consultation publique. Merci à l'équipe de la chaire, de l'ISFAR, de l'UQO, en particulier Benoît Gendreau-Bertillon et Caroline Petit à l'organisation, à Audrey Desmares à la technique aujourd'hui et évidemment à Sylvain Delagrange, Patrick Gravel, Marie-Ève Roy et Louise Gratton pour leurs allocutions qui suivront. Et encore une fois, évidemment, à vous toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Jérôme, pour nous souligner l'importance du moment, en fait, là aussi, là, de la discussion qu'on a, puis de ce qui est devant nous. Alors, merci aux gens qui viennent de se joindre à nous. J'en profiterai pour signaler aux panélistes qu'il y a des gens qui se joignent à nous en vidéo et il y a des gens aussi au bout du téléphone. Alors, pour ceux qui auront des présentations, peut-être penser à ceux qui ne peuvent pas visualiser vos diapositives. Ce que je vais faire avant qu'on rentre dans la portion panel, c'est un petit peu vous parler de qu'est-ce qui nous amène ici avec la démarche Parlons Territoire qui est initiée par l'Alliance Ariane. Donc, je mets la table à la conversation. Donc, l'initiative Parlons Territoire, l'initiative de l'Alliance Ariane. L'Alliance Ariane regroupe plusieurs organisations nationales, là, à la fois de type universitaire, mais aussi des corporations professionnelles, des groupes d'intérêt sur les enjeux en environnement notamment, qui a été formé en 2015 pour que le Québec se dote d'une politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Alors, c'est un engagement que le gouvernement a souhaité mettre en place depuis janvier dernier, a annoncé donc qu'il élaborait ce qui s'appelle une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Alors, depuis lors, je suis là personnellement depuis janvier, donc pour faire une démarche que l'on a décidé d'appeler Parlons Territoire, dont l'objectif est de vous informer, vous, la population générale, d'outiller et de mobiliser la communauté à participer à cet exercice-là qui est gouvernemental, parce qu'on croit, comme le dit Jérôme, qu'il est majeur, qu'il est porteur, qu'il peut nous amener beaucoup plus loin dans nos différents dossiers, comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter immédiatement 2 diapositives simplement sur la démarche gouvernementale. Alors, je crois que vous voyez bien mon écran. Alors, donc, je l'ai dit, en janvier, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé une conversation donc, qui mènera à la rédaction d'une stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. C'est très long, je le dis tout du long. Et qu'est-ce que ça sera concrètement? C'est une réforme assez large, à la fois du cadre, mais peut-être des lois et des politiques. On pense beaucoup à celles qui ont une quarantaine d'années, qui sont l'aménagement du territoire et l'urbanisme, mais aussi la loi sur la protection du territoire agricole, mais ça peut être plus largement tout le cadre d'intervention sur le territoire. Pourquoi? Jérôme a quand même dressé un portrait, mais je rappelle qu'il y a des éléments structurels, là, dans le fond, là, pourquoi le gouvernement s'engage là-dedans, étalement urbain, pression sur les milieux naturels, milieux agricoles, problématiques de logement, l'environnement, les saines habitudes de vie. Il y a aussi des enjeux conjoncturels qui forcent le gouvernement à s'y plonger, que ce soit le contexte pandémique qui nous force à revoir l'espace, les inondations plus récemment, les enjeux sur le patrimoine notamment bâti. Et donc, de façon très succincte, le gouvernement a mis 5 thèmes de discussion: la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité et finalement finances et fiscalité. Tout ça se décline en sous-thèmes également. Et il y a 4 grandes étapes. On est déjà pratiquement à la 2e à ce moment-ci. Donc, un portrait de la situation qui a été dressé notamment par les professionnels du ministère. On est à l'étape de bientôt des orientations préliminaires et de consultation publique. Finalement, la rédaction de la dite stratégie est prévue pour février 2022 au niveau des dates gouvernementales et sa publication en avril 2022. Alors, c'est le bon moment actuellement de tenir la conversation que nous avons et on y reviendra à la fin, mais il y a des mécanismes de consultation, dont une tournée régionale de la ministre des Affaires municipales et une grande consultation publique web, j'imagine, qui se tiendra à partir du mois de juin. Alors, ça c'était un peu pour vous présenter donc, le contexte dans lequel nous allions parler de la discussion. Donc, on va partir très concrètement en parlant d'enjeux de conservation, d'enjeux qui sont de la région de la Petite-Nation, mais je pense qu'on va aller un peu plus largement vers les impacts sur les politiques publiques.
Alors, à ce moment-ci, nous allons passer à la portion du panel. Alors, peut-être simplement nous saluer à l'écran pour qu'on puisse vous voir. Donc, Sylvain Delagrange, qui prendra la parole en premier. Sylvain, tu es là, bonjour. Ensuite, on aura Patrick Gravel et Marie-Ève Roy qui vont présenter ensemble. Bonjour Patrick. Marie-Ève était là tout à l'heure, je ne la vois pas, mais bon, voilà, bonjour. Et finalement, Louise Gratton de Nature Québec. Alors, je fais rapidement là, une petite présentation de vous trois pour ne pas avoir à faire des allers-retours, puis on y va dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté. Alors, Sylvain Delagrange, qui est professeur à l'UQO, il enseigne l'écologie fonctionnelle et l'écologie urbaine, chercheur à l'ISFOR, diplômé d'un doctorat en co-tutelle de l'UQAM et de l'Université de Nancy en France. Donc, il a réalisé 2 postdoctorats en Finlande et au Panama, avant de travailler 4 ans comme chercheur à l'Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue. Donc, il a développé une expertise en sylviculture et en écologie appliquée pour mieux comprendre l'impact des travaux sylvicoles sur les forêts. En 2014, Sylvain a démarré le projet Capital Nature, qui est maintenant un OBNL, qui vise à mettre en valeur l'importance des forêts en étudiant l'ensemble des services écosystémiques qu'elles fournissent aux communautés humaines. Alors, Sylvain, merci d'être avec nous. Patrick Gravel, qui prendra la parole en deuxième. Donc, Patrick est membre de la coopérative de solidarité des forêts et des gens, qui représente des organismes de conservation à la table forêt de la MRC de Papineau. Il est membre du comité sur la stratégie de conservation de la biodiversité dans la même MRC, ainsi que consultant en botanique. Il a réalisé des travaux d'inventaire terrain à l'intérieur et en périphérie du territoire de l'aire protégée Mashkiki pendant 6 ans. Et parallèlement, il contribue à un rapprochement interculturel avec des membres des Premières Nations de la région d'Outaouais et d'ailleurs. Merci, Patrick, d'être là. Patrick présentera avec Marie-Ève Roy, qui est biologiste, notamment qui se spécialise sur les sujets de l'écologie, de la conservation de la faune et de la flore, qui a un baccalauréat de l'Université McGill et une maîtrise en écotoxicologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a enseigné au Cégep, a été professionnelle de recherche, notamment à l'ISFOR, et depuis 2018, enseignante elle enseigne à l'Université du Québec en Outaouais, notamment au baccalauréat en écologie et en environnement. Son travail de doctorat en cours est en écologie forestière et porte sur l'ex des coupes forestières sur les complexes sol, plantes, microbes, sous la supervision de David Rivet et de Yann Surget-Grobat. Alors, merci Marie-Ève d'être avec nous. Et le panel se terminera sur la présentation de Louise Gratton, qui est consultante en écologie et conservation. Donc, diplômée de maîtrise de l'UQAM, elle a 40 ans d'expérience dans le domaine, dont 12 à l'emploi de conservation de la Nature Canada, à titre de directrice de la science pour la région du Québec. Au cours des années, elle a travaillé avec les gouvernements, les ONG, les promoteurs, les propriétaires. Louise est membre fondateur en 2002 et toujours secrétaire du Corridor appalachien et également présidente de Nature Québec. Au cours de sa carrière, elle a reçu plusieurs distinctions pour souligner son apport à la protection des milieux naturels, dont en 2011 le prix Pierre Dansereau de l'Association des biologistes du Québec, en 2014 le prix Consentia Hommage du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie et en 2019 le prix Feuille d'or du Conseil canadien des aires écologiques. Alors, nous sommes fort bien équipés. Bonjour Louise, nous sommes fort bien entourés pour la conversation d'aujourd'hui. Alors, dès maintenant, je vais passer la parole à Sylvain Delagrange. C'est à toi. Moi, je ne t'entends pas, Sylvain. Est-ce que ton microphone est ouvert? Oui, ça y est. Parfait, J'ai merci. un problème d'écran, moi aussi. Là, quand on en a trop, on finit par plus savoir où c'est. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous voyez bien la présentation dans le mode présentateur? OK, parfait. Donc, moi, je voulais vous faire un petit portrait du réseau des aires protégées du Québec. Ça a été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Et je voulais rétablir quelques faits, aussi quelques chiffres, tout simplement pour pouvoir construire une conversation par la suite. J'en profiterai aussi pour parler un petit peu de développement durable, parce que je pense que c'est un peu l'un des sujets au cœur de vos actions. Et puis, revenir sur quelques principes de conservation et ensuite faire un portrait des aires protégées qu'on a en ce moment au Québec. Et puis après, je voulais ouvrir un peu la discussion pour les autres panélistes. Donc, ça, vous connaissez sûrement ce graphique-là, les acteurs du développement durable. Donc, il y en a tout un tas.
Ils sont répartis dans 3 grands groupes, social, économie et environnement. Moi, j'apprécie que vous oubliez ça pendant un petit moment parce que souvent, ce qu'on a dans la réalité, c'est pas égal et le système durable qui est au centre, il n'est pas toujours bien représenté. Donc, on a des acteurs qui ont souvent un peu plus de poids dans le développement que d'autres, ce qui fait que ce système-là fonctionne pas toujours. L'autre chose, c'est que j'aimerais rétablir un peu une vérité qui est que l'écosystème reste le socle. Quand on l'étudie et qu'on s'implique dans les services écosystémiques, on voit justement que ces écosystèmes rendent énormément de services aux communautés humaines et aux sociétés pour leur bon développement. Donc, si on repart sur cette base-là un peu, puis qu'on révise notre schéma du développement durable, moi, j'irais avec quelque chose qui ressemblerait un peu plus à ça, où on a nos services écosystémiques qui sont dans chacun de leurs groupes, là, le soutien des grands cycles, l'alimentation, l'approvisionnement, la régulation du milieu de vie et le bien-être au côté culturel et récréatif. Donc là-dessus, on peut asseoir des sociétés. Donc on peut avoir des sociétés en santé, en sécurité, qui ont des bonnes relations parce qu'elles récupèrent l'ensemble des services que les écosystèmes leur offrent. Et on diminue les inégalités, on diminue les injustices qui font que les sociétés sont un peu plus à même de fonctionner correctement. Et puis, j'aime bien mettre l'activité économique à l'intérieur des sociétés parce que souvent, elle ne devrait pas avoir trop à voir avec l'environnement, mais je dirais un peu à l'amusement que c'est une façon de se désennuyer pour les sociétés, d'avoir un petit peu d'activité économique, donc de l'insérer à l'intérieur des sociétés. Si on regarde ça de haut, ça donne un schéma du développement durable qui serait plus comme ça, où on a notre socle, ensuite de ça, on a nos sociétés qui s'y développent, et à l'intérieur des sociétés, on a notre économie qui se forme. Là où je veux vous emmener, c'est que dans ce schéma-là, il y a une petite portion là, que l'environnement n'a rien à voir avec le reste. Donc, c'est la portion qu'on peut utiliser en conservation. Et ça, vous allez voir, on utilise finalement quand même cette portion-là parce qu'elle va nous nourrir en processus et en biodiversité parce qu'elle fonctionne de son côté toute seule. Et après ça, elle peut nous donner tout un tas d'autres services. Le principe de conservation, c'est quand même un vieux concept qui est confronté depuis la nuit des temps au développement. Donc, on développe, on voit qu'on perd du territoire, on perd des processus, des mécanismes, des écosystèmes. Donc, en réponse à ça, on dit qu'il faut les protéger. Le meilleur exemple, c'est la plus vieille aire protégée du Québec qui se trouve sur la photo ici. Alors, évidemment, ce n'est pas le centre-ville de Montréal, c'est bien les petits arbres qu'on voit en avant qui est le Mont-Royal, qui a été fondée en 1876 et sous justement la pression des promoteurs qui voulaient couper le bois pour faire du bois de chauffage à cette époque d'industrialisation puis d'expansion économique. Et la population s'est levée et a demandé à avoir la protection du territoire. Déjà, c'était un peu étonnant d'avoir une aire protégée comme ça au cœur de cette ville-là, mais les historiens ont démontré que le fait d'avoir mis un cimetière là, ça gênait un petit peu les développements parce que les gens ne voulaient pas construire sur le cimetière. Donc, c'est ça qui aurait permis au Mont-Royal de rester verdi aussi longtemps. Et puis au moment où les entrepreneurs allaient quand même développer, de le protéger. Donc, c'était une petite histoire qui résume bien un peu l'histoire de la conservation. On peut s'entendre sur beaucoup de principes. C'est pourquoi est-ce qu'on conserve? Rapidement, c'est évidemment les services écosystémiques de haute qualité qui sont fournis par ces aires protégées-là. Aussi parce que, comme je le disais, c'est des refuges biologiques qui servent de réserve de biodiversité, qui peut ensuite recontaminer les autres milieux. Donc, si on garde cette source de biodiversité, elle peut reconquérir du territoire par la suite. Et puis aussi, ça a un côté très intéressant de témoin, de modèle des processus naturels. Quand on est en mode restauration, ce qu'on veut faire, c'est essayer de reproduire les mécanismes, les services qui sont fournis par l'écosystème. Et il est important d'en garder intacts pour pouvoir voir comment la nature fait les choses si on veut essayer de le reproduire dans des endroits un peu plus anthropisés. Et là, c'est l'écologiste urbain. Ensuite, on sait aussi que ça a quand même une importance pas négligeable dans l'industrie touristique et tout ce qui est les activités de plein air qui fournissent
qui assure une santé physique et mentale pour les populations. Et puis évidemment, cette réserve aussi biologique permet un ensemencement là, qui peut être au niveau de la faune, qui peut permettre la chasse et la pêche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons très, très logiques de conserver. Sur les définitions des aires protégées, on peut s'entendre quand même assez bien. Là, il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui les a bien définies. Et c'est des définitions qui sont reprises par le ministère de l'Environnement. Donc, on peut trouver ça sur le site web du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. En gros, il y a 3 grandes fonctions ou trois grandes caractéristiques. C'est que les aires protégées doivent conserver les fonctions, mais ça, c'est vraiment difficile à faire parce qu'il faut bien les comprendre, puis ce n'est pas évident. Donc, en général, on dit si on conserve les espèces et toutes les espèces qui sont là, on va conserver aussi les fonctions qui leur sont associées. Ça, c'est un peu plus simple. Ensuite, il faut que ces aires protégées soient représentatives de la biodiversité locale. Donc, ça aussi, c'est important au niveau d'un pays ou d'une région d'être représentatif de la diversité, pas prendre l'écosystème qui ne représente pas cette biodiversité. Et finalement, il faut qu'elle soit, idéalement, ce n'est pas le critère le plus important, mais c'en est un, d'organiser le réseau des aires protégées de façon intégrée, de façon connectée. Et c'est beaucoup pour la circulation faunique et aussi possiblement les migrations dans les cas comme aujourd'hui avec les changements climatiques où on voit que les espèces vont devoir bouger. C'est plus facile de faire des sauts de puce quand la distance entre 2 aires protégées n'est pas trop grande. Donc, ça donne un intérêt au niveau de cette intégration du réseau d'aires protégées. Si je rentre maintenant dans le portrait, écoutez, ça a été beaucoup dans les médias au mois de décembre parce qu'il y a eu cette décision gouvernementale d'atteindre le 17%. Si on revient juste avant cette décision, donc en 2020, on avait une situation comme ça. Vous voyez la limite des forêts aménagées que j'ai indiquée en vert. Et vous voyez qu'il y avait des aires protégées donc qui correspondent à peu près à 11 ou 12% du territoire qui étaient composées d'aires protégées. Donc ça, c'est les grosses patchs qu'on voit en jaune. Et il y a des refuges biologiques. Eux, on les voit moins bien, mais j'ai fait un petit zoom pour vous montrer qu'ils sont très nombreux. Même s'ils sont de très petite taille, ils sont très nombreux. Et c'est généralement des places intéressantes. Donc là, on parle plus d'un réseau. Mais la taille de ce réseau-là en fait la faiblesse au niveau de la connectivité. Si on regarde ce que l'ajout fin décembre là, du 6% qui a été décidé par le ministère, c'est donc les polygones qui sont en foncé, en noir. Et vous voyez qu'il n'y a presque rien qui a été attribué en dessous de la ligne donc, des forêts aménagées. Et par contre, il y a une grosse proportion de territoire là, qui a été ajoutée donc, dans les parties nordiques. Donc, on parle de la Pessière à mousse, Pessière à lichen, donc qui correspond à peu près à la limite nordique de survie des arbres. La toundra forestière, on s'entend, c'est loin d'être une forêt, c'est simplement quelques arbres par-ci, par-là. Donc, vous voyez qu'on a maintenant une très, très belle représentation des aires protégées au nord de la ligne des forêts aménagées. Mais on manque quand même quelque chose au niveau du sud de la province. Bon coup à noter, il y a les aires protégées marines qui étaient demandées depuis longtemps et qui sont maintenant avec une belle représentativité, même si on peut toujours améliorer ça. Ce qui a été très décevant et ce qui a été beaucoup dans les médias, ça a été ces aires protégées non retenues. Donc là, je vous les avais en rouge. Vous voyez que le portrait est complètement inverse. On a des projets qui correspondaient à peu près à 1,2% du territoire québécois qui n'ont pas été retenus. Pourtant, ils avaient été développés en consensus avec le ministère lui-même pendant parfois 5 ou 10 ans. Là. Il y a d'autres personnes peut-être ici qui pourront en parler plus que moi. Mais c'était un consensus et ça représentait quand même beaucoup les territoires du Sud, les territoires habités. Et ils avaient justement un intérêt assez grand dans le côté connectivité et migration vers le nord, où on voit ces patchs qui permettaient d'avoir des superficies intéressantes dans le Sud.
Si je vous le mets un petit peu en chiffres, donc vous voyez ici les domaines bioclimatiques. On a l'érablière à Carrier en haut, l'érablière à Tilleul, l'érablière à Bouleau jaune, et on peut descendre comme ça jusqu'à la pessière à mousse, pessière à lichen et la toundra forestière. Ce qui est en brun, c'est 14% du territoire qui correspond à la forêt tempérée. Le 71%, c'est plus la portion boréale. Et puis, le dernier, c'est la toundra arctique. Donc, on parle plus de l'Arctique, correspond à peu près à 15% du territoire. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée un peu de la représentativité. Le sud est quand même beaucoup moins représenté. Les forêts tempérées sont moins représentées au Québec. Si on regarde les aires protégées en 2020, ce qu'on voit, c'est qu'on est en fait assez loin du 17% pour chacune de ces classes-là et qu'on l'atteint ou qu'on est très proche dans la toundra forestière et la toundra arctique. La superficie de ces places-là permet d'ailleurs d'avoir globalement une valeur un peu plus élevée. Le 17%, donc, on l'a atteint quand on a ajouté en décembre 2020 les superficies que je vous ai montrées, qui, vous voyez, ont rajouté très, très peu, comme je l'avais montré, dans le sud, dans les domaines bioclimatiques plus au sud, et qui ont quand même rajouté des bonnes superficies dans le côté boréal. Et vous voyez que 8 plus 8, ça fait 16. On est même probablement à 17% ici, 23 ici, 23 ici. Donc, on est au-delà du 17% sur cette grande superficie du territoire et moins que le 17% pour toutes les sections, les domaines bioclimatiques plus au sud. Je voulais juste mentionner donc, les aires protégées non retenues. Eux, ils avaient simplement des aires protégées en dessous de la ligne des forêts aménagées. Et vous voyez que c'était des pourcentages qui sont quand même assez faibles. Et en plus, ils correspondent à des superficies qui sont assez faibles aussi. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, ils ne protègent que 1,2% du territoire québécois. Même si pour un domaine bioclimatique, on peut monter à 3%. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas ajouté ces aires protégées à l'objectif qui a été émis, parce que 1,2, donc on serait à 18,2%. Je pense que le Québec aurait pu très, très bien vivre avec cette petite superficie supplémentaire de protéger. Ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on voit que, et ça c'est bien connu, que dans les forêts tempérées nordiques, donc plus au sud de la province, c'est là qu'on a le plus d'espèces. Donc vous voyez les nombres d'espèces ici, et ici vous avez le pourcentage. Donc à peu près 60%, ici à peu près 30-35%, et un peu plus 20% dans l'Arctique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de biodiversité, les territoires du Sud ont une capacité d'avoir 60% de la biodiversité présente par rapport aux zones boréales qui ont 30% et à l'Arctique qui contient 20% de la diversité québécoise. La protection qu'on a aujourd'hui, donc avec l'ensemble des choix qui ont été faits, c'est qu'on représente 9% du territoire là où la diversité est plus élevée, et on est à 23% du territoire là où la diversité est moins élevée. Fait que là, il y a comme une petite aussi dissociation entre les deux facteurs qui auraient dû se suivre. Finalement, en bilan, je vous reviendrai juste sur le fait que vous voyez comment, en allant du sud vers le nord, on diminue la protection du territoire, alors qu'on avait une augmentation de la biodiversité vers le sud. Et aussi que souvent, quand on conserve, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il y a une pression de développement ou des activités humaines, et que cette pression-là est évidemment beaucoup plus forte au sud aussi. Donc, aux endroits où il aurait été intéressant et important de protéger, c'est là où on a finalement décidé de protéger moins. Pour terminer, donc, je voulais juste revenir sur les objectifs que le Québec s'était donné de 8%, 12%, 20%, qui finalement sont devenus un 17%. Ce 17%-là, il suit quand même la recommandation de l'IUCN, donc c'est tout à fait acceptable. Mais on voit que les aires protégées qui n'ont pas été retenues, qui étaient moins de 2%, auraient permis d'être très, très proche de ce 20% et donc d'atteindre l'objectif que le Québec lui-même s'était fixé en 2020. Maintenant, il y a encore une chance d'y arriver puisque, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, on s'enligne vers le 30% en 2030.
Donc, le travail est fait. Moi, le message que j'aurais à dire, c'est que si on ajoutait ces aires protégées prochainement, là, donc avec tout le travail qui est déjà fait, on pourrait se donner une belle représentation et puis se rapprocher donc, du 20% et donc idéalement du 30%. Voilà, je vous remercie beaucoup. Tout ce travail-là a été fait en collaboration avec Romain Jäger, un étudiant ici à l'ISFOR qui m'a aidé à compiler tous ces chiffres. Merci beaucoup, Sylvain. Merci d'avoir si bien mis la table et d'avoir permis un peu de voir le portrait là, de où on en est. Alors, on va tout de suite passer la parole à nos second présentateurs, donc Patrick Gravel et Marie-Ève Roy. Marie-Ève va nous installer notre présentation. Oui, je fais ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, on est un peu de pair avec Sylvain et on s'est un peu informé sur qui dit quoi. Donc, nous, on va continuer sur ce réseau-là, un peu des 83 aires protégées. On va aller... Oui. Je pense qu'on l'a comme ça. Si je peux me permettre, c'est que c'est ça, on a encore l'écran de Est-ce qu'à ce moment-ci, vous voyez l'écran de Marie-Ève qui est une carte donc blanche? Oui, là c'est parfait. Bon, Marie-Ève, c'est à toi. Désolé. Merci. Ah, désolé. Alors là, vous avez la carte. OK, donc, en fait, on va parler un peu, vous voyez, Sylvain a parlé du portrait global et nous, on va aller ici. Donc, je zoome. Et on va vous parler de l'exemple d'une de ces 83 aires protégées. Donc, on va aller vraiment plus sur le terrain, voir concrètement comment c'est formé, comment se forment toutes ces aires protégées avec une pensée pour tous les autres projets. Donc, nous, on va vous parler simplement de celui-ci qui est en Outaouais. OK. Moi, je juste, pour honorer mes copains algonquins avec qui j'ai travaillé là-dedans, juste faire un petit mot aussi pour le jour de la Terre dans leur langue. Kwe, Nobomikinini ni Dajanikaz, Miigwechendena, Nimoshom, Ojigwanong, Miigwechendena, Jojowaki, Miigwechendena, Mashkiki. C'est des petits mots de reconnaissance que je baragouine dans cette langue qui n'est pas la mienne, mais qui, comme ces territoires, est menacé, est en danger de par notre histoire à tous. Alors, Mashkiki, c'est un territoire qui est d'importance nationale au niveau de sa biodiversité. Et qui est aussi un territoire que j'aime profondément, y ayant passé 6 années de ma vie à parcourir un peu les images que vous voyez là. Ça, c'est mon frère. Là. Vous voyez l'air de famille, c'est clair avec la photo. Puis les montagnes avec des sommets rocheux, avec des vues incroyables. Dans la petite roche, là, il niche du faucon pèlerin et de l'aigle à tête blanche. Et le lac Louise, c'est pas celui-là en Alberta, mais c'est le lac Louise à côté du lac Ancaire. Alors, on peut passer à la prochaine, Marie-Ève. Donc, pour les aspects écologiques de ce territoire, en fait, à l'échelle du Québec, ce territoire-là c'est un point chaud de la biodiversité. Des forêts anciennes, c'est-à-dire des forêts qui n'ont jamais été bûchées d'histoire d'homme, je me rappelle d'un article publié par Québec Science en 2001. Il en restait autour de 1%, en tout cas, de ce que j'avais lu de cet article-là. Et des forêts anciennes, il y en a plusieurs petites parcelles dans Mashkiki. Fait que ce que j'aurais aimé, c'est de vous amener avec moi visiter ce lieu-là. Mais je vous invite à imaginer des canopées très hautes avec des odeurs, puis des chants d'oiseaux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et une flore exceptionnelle avec un sol qui est, comment dire, il n'a pas été compressé, fait qu'il est tout mou. Tu te promènes là-dedans, en tout cas, puis il y a toutes sortes de chants d'oiseaux que je n'entendais pas ailleurs.
ça parce que c'est des écosystèmes qui sont rendus rares. Il y en avait plus à l'époque au Québec, mais maintenant, il y en a moins. C'est entre autres à cause de la géologie calcaire du sol qui est très rare dans le bouclier canadien. Parce que dans le fond, le bouclier canadien, c'est de la roche acide. Et là, on a une intrusion de roche calcaire qui fait en sorte que ce territoire-là est exceptionnel, en plus du fait que ça soit au sud. Tu peux changer de slide. Donc, on y retrouve une faune aussi qui est exceptionnelle, entre autres ce petit oiseau-là, qui se retrouve aux alentours de la forêt Mashpiki, pas nécessairement à l'intérieur, mais à gauche puis à droite, elle a été vue par des ornithologues. Et un jour que je faisais de la botanique, j'étais assis sur un cap de roche devant le lac Saint-Six en mangeant ma sandwich et je vois un petit oiseau bleu qui vient s'installer sur une branche juste à côté de moi. Et je l'observe comme il faut, je regarde sa gorge, les lignes blanches sur ses ailes. Comme je n'étais pas ornithologue et que ce n'était pas mon mandat à l'époque, je n'ai pas pris de point GPS à ce moment-là, mais en dedans de moi, je suis convaincu que j'ai vu cet oiseau-là là-bas. Et j'ai fait des projets ensuite qui ont presque 15 coupes de cet oiseau au Québec et on le trouve à la limite ouest de l'aire protégée et à la limite est. On retrouve aussi 6 autres espèces d'oiseaux à statut précaire et la couleuvre à collier que vous voyez ci-dessous. On peut passer à la prochaine. Côté flore, là, c'est encore plus exceptionnel. Du fait que ce soit des vieilles forêts comme ça, il y a des plantes qui ont besoin de ces forêts anciennes-là. Qui dit forêt très vieille, ça nous fait penser à l'ancien temps, comme les fougères qui nous font penser au temps du dinosaure. Et cette fougère-là porte un nom que je ne sais pas s'ils ont voulu ça, mais elle a un nom qui ressemble à un dinosaure, c'est Homalosaurus. En tout cas, ça fit avec le Brontosaurus. Et c'est exceptionnel pour plusieurs espèces, dont des espèces qui sont à statut précaire, mais pas seulement des espèces qui sont à statut précaire. Il y a des espèces qui sont peu communes, il y en a plusieurs, dont le magnifique cypripède soulier, qui est un orchidée avec une grosse fleur jaune qui ressemble à un mocassin, et c'est d'ailleurs son nom algonquin, Wabikoni mocassin. Puis d'autres espèces qui sont protégées par la loi, c'est parmi les plus grandes populations au Québec. Donc, on parle d'un site là, qui couvre plusieurs espèces rares et plusieurs espèces menacées sur l'ensemble du Québec, sur un territoire relativement petit, mais assez grand pour dire que c'est des vieilles forêts sur 12 km de long et 3 grandes parcelles, moyennes parcelles de forêts jamais bûchées d'histoire d'homme. Je te laisse la parole, Marie-Ève. Ah non, ça c'est un petit bout qu'il fallait que je fasse aussi. Mais il manque des petits bouts là-dedans. Hein? Y a-tu disparu? OK. La Convention sur la biodiversité, nous, on croit qu'elle n'a pas 100% été honorée parce que l'objectif premier de la Convention, c'est la conservation de la diversité biologique. Bon, il y a eu un rapport intérimaire qui disait que c'était bon d'avoir un chiffre de 17%, mais que ce n'était pas suffisant pour arrêter la perte de biodiversité. Donc, qu'est-ce que ça prenait pour vraiment protéger la biodiversité? Il y a tout un paragraphe de l'entente, celui d'en bas que vous allez voir, dans lequel moi, j'affirme que ça n'a pas été honoré par l'entente de Québec, c'est-à-dire que les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique, c'est-à-dire les zones les plus au sud, oui, ceux où il y a du caribou forestier et du caribou de la toundra, elles sont importantes, mais elles ne peuvent pas à elles seules représenter l'ensemble des hotspots de la diversité du Québec. Ça, c'est clair. Vu qu'elles se concentrent dans le sud, on n'a pas honoré de protéger les zones qui sont particulièrement importantes. Et le réseau écologiquement représentatif, comme Sylvain l'a démontré, ça non plus, on n'a pas un réseau qui est écologiquement représentatif. Et le fait qu'il y avait des belles rivières qui partaient du nord au sud dans ce qui a été refusé aidait à ce que ça soit bien relié. Et ce que j'ai compris, là,
c'est que les gens du ministère de l'Environnement, c'était un minimum ce qu'ils proposaient, ces 83 aires protégées-là. Eux, ils auraient aimé faire plus, mais même ça, ça a été refusé. Alors, on peut passer à la prochaine slide et je te laisse la parole, Marie-Ève. OK, donc c'était juste pour faire le lien un peu. Là, ici, on voit la carte de l'Outaouais. Donc, si on parle territoire Outaouais, en effet, il y a plusieurs projets qui ont été refusés, puis que c'est un endroit très riche. Et quand on parcourt la forêt, donc moi, j'ai parcouru plusieurs forêts de l'Outaouais un peu partout, et on se rend compte qu'il y a quand même une menace. Fait que ça, c'est quelque chose que parfois on ne sait pas, mais qu'on va voir sur le terrain, c'est que pourquoi on veut autant les protéger, c'est parce qu'on sent qu'il y a des changements qui sont en cours, qu'il y a quand même une pression. Et je voulais dire que c'est très rare qu'on est déçu d'avoir protégé un territoire. Donc, généralement, le fait de protéger un territoire, c'est quelque chose qui... Je connais personne qui va dire que j'ai eu une mauvaise décision, on a décidé de protéger un territoire. Donc, c'est quand même une avenue qui est sécuritaire dans un monde en changement. Et le point dont moi, je voulais parler, bon, évidemment, Mashkiki, c'est un endroit qui est, comme on l'a dit, il y a une grande diversité, il est bien localisé, il est documenté, mais c'est le point des forêts anciennes. Donc, il y a des forêts anciennes. Et là, ici, une image vaut 1000 mots, là, donc c'est pas moi qui ai pris toutes ces photos-là, mais ce sont des photos d'animaux qu'on peut retrouver à Mashkiki. Et c'est vraiment important, ces forêts anciennes-là, pour plusieurs raisons. C'est un peu le sujet de mon doctorat, les forêts anciennes aussi. Premièrement, comme on l'a mentionné, on le voit simplement par l'image ici, tous les services écosystémiques que rendent les vieilles forêts, les forêts anciennes. Il y en a beaucoup et c'est un peu pour ça qu'on les aime autant aussi, je dirais. Donc, il y a les valeurs esthétiques, récréatives. Hein. Ici, on voit les enfants qui s'amusent, qualité de l'eau, qualité de l'air, chasse, pêche. Donc, et ce qui est très spécial avec Mashkiki, c'est que ça conserve nos plantes médicinales et comestibles. C'est un endroit où ils peuvent être là. Il y a beaucoup de plantes que quand le milieu devient perturbé, les plantes ne peuvent pas ou vont être grandement diminuées. Donc, c'est un endroit où on peut conserver ces plantes-là et on ne sait jamais qu'est-ce qui nous réserve l'avenir. Est-ce qu'on va avoir besoin de ces plantes-là? C'est notre allié. Donc, les vieilles forêts, je les vois vraiment comme un allié par rapport au changement climatique. Et il y a plusieurs pays qui ont perdu leur forêt ancienne et qui reconnaissent leur nécessité et qui aujourd'hui se disent qu'il faudrait rétablir nos réseaux. Nous, on est chanceux, on les a, on en a encore. Et ils sont vraiment importantes. Oui, c'est pour plein de choses. Et écoutez, tu sais, pour les plantes, pour la recolonisation des champignons, il y a plusieurs espèces fauniques et floristiques qui ont besoin de forêts qui ne sont pas fragmentées et qui sont naturelles comme ça. Donc, ça permet la conservation de tout ça, puis aussi la qualité de la génétique des arbres. Donc, dans ces forêts-là, on ne coupe pas les plus beaux spécimens comme un peu partout ailleurs, on a déjà fait dans le passé, ce qui permet de conserver une génétique de qualité. Et là, je pourrais en parler bien longtemps, mais la captation de carbone, les micro-organismes, la productivité forestière, c'est tous des services qui sont tellement impressionnants dans les vieilles forêts quand on les compare à des forêts aménagées qu'on ne peut pas faire autrement que de tomber amoureux et de vouloir les protéger. À toi, Patrick. Donc, l'aspect humain de la chose, qui est tout aussi important que l'aspect écologique, parce que ça a été tout un processus humain magnifique. C'est un des beaux projets du Québec qui est parti d'une volonté citoyenne. Ça a parti... De mon côté, j'ai perdu Patrick. Je ne sais pas s'il va revenir avec nous. Sinon, peut-être que Marie-Ève pourra poursuivre. Oui, je ne serai pas aussi bonne que lui, mais en attendant, je peux quand même continuer. S'il revient, on va le OK. voir. On va essayer d'aller de toute façon vers un peu la conclusion de votre présentation, si c'est possible. Donc, en fait, il voulait montrer qu'il y a plein de monde qui était en faveur de ce projet-là. Donc, il y avait toutes les municipalités, il y avait les Anishinabés, il y avait... Est-ce que vous m'entendez? Ah, vas-y, continue.
Oui. OK. Ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, il y a des groupes citoyens qui ont travaillé, qui ont mis temps et argent là-dedans. Les Premières Nations ont appuyé le processus. Et d'ailleurs, le mot Mashkiki, c'est un aîné de la communauté Anishinaabe qui l'a donné dans un processus de rapprochement culturel, justement parce qu'on m'avait dit dans la communauté, la langue est en train de disparaître, ce serait le fun de nommer des places dans notre langage pour que nos jeunes voient à quel point notre langue est précieuse. Je pourrais parler longtemps de la langue Anishinaabe. C'est malheureux, Patrick, qu'on te perde. Peut-être tu pourras couper ta caméra pour au moins garder le minimum de connexion. OK. OK. Je vais stopper ma caméra. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Merci. OK. Je vais essayer de continuer. J'espère. Sinon, Marie-Ève, tu continueras à ma place. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait que c'est pour les scientifiques et les hauts fonctionnaires du ministère, on dit que c'était une priorité. Depuis 2012, là, puis je connais les botanistes, la direction du patrimoine écologique, c'est un hotspot sur le top des dossiers du Québec. C'est une des aires protégées les plus au sud de la province où il y a le plus de diversité. Au niveau des terres publiques, hein, parce qu'on parle des terres publiques. Puis, ça avait été annoncé officiellement par le ministère de l'Environnement sous les libéraux. Donc, la population ne comprend pas. Là, ça nous a été officialisé. Puis là, tout à coup, les gens de la coalition Avenir Québec enlèvent ça, mais sans nous expliquer pourquoi. Fait il y a une incompréhension, et ça, ce n'est pas seulement dans Mashkiki, c'est dans l'ensemble du Québec que les gens ne comprennent pas, là, que ce soit à Péribonka, partout dans la province, les gens se mobilisent et ne comprennent pas la décision. Et il y avait une seule opposition à l'époque, en 2012, qui venait des forestiers. Et avec le temps et toute la sensibilisation, ben, les forestiers ont décidé de dire oui, on appuie les aires protégées en Outaouais. Ça, c'est notre préfet qui a eu des conversations avec l'industrie forestière. Et comme je disais, c'est un consensus des 24 municipalités. Ce n'est pas rien, ça veut dire que toute la région dit oui à ce projet-là. Les côtés économiques et politiques, ben, en fait, quand on regarde les sommets rocheux, on voit de Ottawa jusqu'à Tremblant, il n'y a pas d'arbres sur le sommet, c'est comme un petit Charlevoix. Ça fait que c'est possible de développer des beaux projets écotouristiques à cet endroit-là. Et on peut continuer à faire de la chasse, de la pêche et toutes ces choses-là. Parce qu'une aire protégée de type de réserve de biodiversité, ça n'empêche pas ces activités-là. Et même la chasse est souhaitable dans un tel territoire parce que les herbacées sont broutées par le cerf de Virginie. Donc, c'est bon de continuer ces activités-là, que ça soit bien géré aux bons endroits, pas partout. Donc, ce n'est pas vrai que c'est nécessairement une perte économique de faire une aire protégée. On peut le mettre en valeur puis il peut venir des centaines de personnes. Donc, l'aspect économique et politique, on continue. Patrick, on va te demander d'aller vers la conclusion, s'il te plaît, si c'est possible, de la présentation. D'accord. Merci beaucoup. OK, fait que c'est ça, finalement. Tout le monde est pour. Puis, on va faire une grande marche à l'automne pour rassembler les gens de partout au Québec pour réclamer ces 83 aires protégées-là que les gens, ça leur tient à cœur. Fait que s'il y en a qui veulent s'impliquer, qui ont des aptitudes en communication et toutes ces choses-là, je vais vous écrire l'adresse de notre coopérative. Si vous voulez vous impliquer, vous allez être les bienvenus pour tout ça. Merci beaucoup. Merci, Marie-Ève. Il y avait un mot de la fin ou ça va comme ça? Bien, merci beaucoup. Alors, la parole va être à Louise Guiraton, notre dernière prise de parole avant d'ouvrir la conversation. Louise, c'est à toi. Il faudra ouvrir ton micro, par exemple. Oui, merci beaucoup. Comme on m'a donné 8 minutes pour clore le panel, j'ai décidé de ne pas mettre de diapositive parce qu'un peu comme tout le monde, hein, on s'emballe sur le sujet, puis on part et puis on dépasse notre temps. Alors, j'ai un petit texte ici, je vais essayer de m'en tenir à ça. J'ai pris des notes au courant des conversations qui ont précédé. Là. Alors, voici. Alors, moi, je m'intéresse aux aires protégées depuis maintenant 45 ans. En fait, ma thèse de maîtrise
portait sur une des collines montérégiennes qui devait devenir le futur parc du Mont-Saint-Bruno à l'époque. Mais j'étais loin de penser que la protection de la nature, en fait, ça prendrait une si grande importance dans ma vie. En fait, toute mon implication bénévole, peu importe les groupes où j'ai siégé ou les organismes sur lesquels j'ai siégé, a été toujours le principal motif. Ça a toujours été les aires protégées. Alors, je vous ramène en 2009 où le gouvernement annonçait très fièrement avoir atteint, par la peau des fesses, encore une fois, l'objectif de 8 en fait 8,12 des aires protégées qui s'était fixé pour son objectif de 2009, alors de 2010. Alors, il fallait reconnaître que c'était un effort quand même considérable, parce qu'en 2003, on avait à peu près seulement 1 d'aires protégées. Puis il y a toute une histoire derrière ça dont je ne vous parlerai pas, mais on avait abouti à ce chiffre-là de 1 qu'on a fait notre premier bilan là, sur la diversité biologique et notre stratégie sur la diversité biologique. Alors, en 2010, le ministère de l'Environnement a décidé de faire un bilan ou un portrait. C'est un peu ce que M. Delagrange nous a présenté tantôt. Évidemment, c'était plus élaboré. Mais on fait un portrait des aires protégées qu'on avait réussi à ajouter pour faire un réseau de 8 d'aires protégées. Et il faut se rappeler ce qu'on oublie souvent et pourquoi on est souvent déçu aussi du contenu de ces aires protégées-là, c'est que ces aires protégées-là étaient basées sur les éléments permanents du paysage, pas sur les éléments de biodiversité, parce qu'on était pressé d'atteindre notre 8 on n'avait pas le temps de faire des inventaires, on n'avait pas le temps de colliger toute l'information. Donc, ces aires-là ont été choisies de cette façon-là. Ce qui n'est pas mauvais en passant, c'est un peu mettre, les Anglais appellent ça « put the stage in », puis après ça, ce milieu évolue favorablement vers des écosystèmes en équilibre avec les conditions du milieu, bien, on peut se retrouver avec des aires protégées intéressantes. Mais il reste que, quand on a fait ce bilan-là, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs ombres au tableau. On peut féliciter le ministère quand même d'avoir fait un portrait objectif de ces résultats. Alors, la très grande majorité, ça veut dire presque 75% des milieux humides avaient moins de 100 km² et de ça, 12% seulement avaient ce qu'on appelle des noyaux de conservation si on considère les effets de lisière. Ceux qui sont familiers avec les principes de la biologie de la conservation comprennent ce que je veux dire. Vous pourrez poser des questions par après si vous voulez. Pour les provinces naturelles du Sud, c'est sans surprise qu'il n'y avait pas eu beaucoup de progression. Les Appalaches, on est seulement monté on est passé de 4,20 à 4,89, seulement 69% d'amélioration. Les Basses-Terres du Saint-Laurent, un peu la même chose, de 2,22 à 4,92. Mais ce bond-là a été de 2,7 qui n'est pas beaucoup encore, a été fait parce qu'on a ajouté des aires de concentration d'oiseaux aquatiques qui, en fait, correspondent à des portions du fleuve Saint-Laurent où on retrouve 50 individus d'espèces de sauvagines au kilomètre. Donc, ce n'est pas les grands chars en termes d'aires protégées, mais on était quand même content d'avoir atteint notre 8 Mais si on prenait un autre filtre que celui des provinces naturelles sur lequel on a fait les évaluations, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des carences qui étaient manifestes et puis que la zone boréale connue avait quand même atteint un objectif de 9 donc une grosse amélioration, mais seulement dans la forêt non commerciale. Alors, ça rejoint un peu ce que M. Delagrange disait et encore aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Alors, on aurait pensé à l'époque, en 2009, on avait fait très peu de gains dans la portion de la forêt commerciale. Si vous regardez la carte, puis M. Delagrange, encore là, a fait un zoom sur l'Outaouais, on se rend compte que c'est toutes petites aires protégées. Ce n'est pas l'idéal. Alors, en décembre 2020, ce qu'on se rend compte, c'est que l'histoire se répète. Les conclusions sont sensiblement, si on faisait un bilan, sont sensiblement les mêmes que celles où on est arrivé en 2010.
donc des aires protégées trop petites, et puis, on a très peu d'aires protégées dans le sud du Québec et encore moins dans la zone de forêt commerciale. Alors, on s'est réjouis de ces performances-là. On a même eu une page sur le site de l'IUCN qui félicitait le Québec. Et puis, le ministre s'en est vanté aussi ce matin à la conférence de presse. Ce qui est tout à fait correct, c'est louable d'avoir atteint cet objectif-là. Mais, puis à quelques exceptions près, c'est pas mal tout le monde qui a félicité le Québec pour avoir réussi ce bon coup-là. Mais encore, réitérant encore ce matin que la raison pour laquelle on n'avait pas retenu les 83 aires protégées dont il est question, c'était que le bond était tellement grand à faire entre le 11 % qu'on avait en 2012 et le 17 % qu'il fallait aller chercher des grands territoires et puis qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment analyser ces petits territoires-là, ce dont je doute fortement, mais on a quand même fait des très grands gains dans le Nunavut, sur les territoires des Yoshti, Cri et Naskapi. On s'est félicité aussi de l'agrandissement du parc de la Gaspésie et d'une réserve d'aires protégées des Chic-Chocs aussi fait des heureux, entre autres en particulier pour ceux qui sont très préoccupés pour la situation du caribou de la Gaspésie. Alors, Nature Québec a fait évidemment le même constat, là, que ces 83 aires protégées-là avaient été mises de côté à cause de blocages systématiques de l'industrie forestière. Et on a aussi recommandé dans une lettre qui a été publiée il n'y a pas longtemps que ce blocage systématique-là, qui date depuis 20 ans maintenant, fallait absolument corriger le tir et qu'il fallait protéger sans tarder les 83 aires protégées qui avaient été proposées dans la zone de la forêt commerciale. L'autre constat que j'ai fait rapidement, c'est que les gens ne réalisent pas, mais 75 % des aires protégées qui sont comptabilisées aujourd'hui, avec les annonces qui ont été faites au registre des aires protégées, ne sont pas des aires protégées, ce sont des projets d'aires protégées. Et puis, il y en a certaines là-dedans que ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans, qui sont dans les limbes administratives du gouvernement. Donc, c'est beau d'avoir des superficies, mais encore faut-il qu'ils se concrétisent en de véritables aires protégées. Alors, en 2010 aussi, quand ils ont fait ce bilan-là, on a, oui, rapporté des lacunes en termes de représentativité dans la plupart des aires des provinces naturelles du sud du Québec, mais on a aussi le comité scientifique externe qui les accompagnait, dont moi, dont Louis Bélanger. On faisait aussi, on avait demandé de faire un peu une excursion là, pour évaluer pas seulement la représentativité, mais la fonctionnalité de ce réseau-là, si on se basait sur les critères de la biologie de la conservation. En particulier sur la taille, l'intégrité, la connectivité des aires protégées. Alors, notre objectif, c'est qu'on voulait mettre la table pour la prochaine passe, donc le prochain objectif de 17 % pour qu'on tienne compte de ces éléments-là. Alors, on est forcé de constater, puis vous l'avez dit d'ailleurs avant moi, qu'on n'a pas retenu ces leçons-là, en tout cas pas pour le sud du Québec. Et si vous consultez la carte du réseau des aires protégées qui a été présentée, qui est présentée sur le site du ministère, vous allez très bien voir ces défaillances-là, où les aires protégées de très petites superficies se trouvent dans toute la forêt commerciale. Et on a évité des très beaux projets en ne retenant pas les 83 sites dont on parlait. On sait que la 15e réunion de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique va se rencontrer. La rencontre a été reportée de 2020. Elle va supposément se réaliser au mois de mai, puis que de nouveaux objectifs vont être fixés. Les pays de l'ONU, les pays membres de l'ONU ont endossé l'objectif de 30 % à la fois pour les zones terrestres et les eaux intérieures et 30 % pour les eaux marines. Le Canada, en septembre dernier, il a annoncé en grande pompe qu'il atteindrait 25 % des terres et des océans protégés en 2025 et 30 % en 2030. Et
Et tantôt, on a, parce que les juges essentiels, ça c'est important de les dire, c'est écrit au maintien de la biodiversité, mais aussi à la séquestration de carbone. Donc, on rajoute ces fonctions écologiques-là qui sont extrêmement importantes pour la protection, pour la lutte au changement climatique. Au Québec… Louise, on va aller vers la conclusion, s'il vous plaît. Oui, on espère que le Québec va emboîter le pas et adopter. Il y a encore eu une annonce ce matin là, où le ministre semble dire qu'on s'en va vers ce 30 %-là, mais il faudrait que ce 30 %-là, ce ne soit pas des superficies que moi j'appelle accommodantes, des superficies qui ne dérangent pas certains industriels, et puis qu'on se fasse vraiment un réseau d'air protégé qui contribue à la protection de la biodiversité, au maintien des services écologiques et à la lutte au changement climatique. Dans la région de l'Outaouais, il y a des belles avancées qui ont été faites en terre privée grâce aux organismes de conservation. Il y a les MRC Papineau, les MRC d'Argenteuil qui proposent des choses extrêmement intéressantes qui devraient inspirer la conversation autour de l'aménagement du territoire que se propose de faire la ministre Dufour de la forêt, pardon. Et on espère qu'avec les conférences qu'organise Parlons Territoire, ce sujet-là de comment on doit occuper le territoire dans le futur pour le bien-être des collectivités sera en haut de la page. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louise. Alors, merci à tous les présentateurs. C'était fort riche. On va passer à la période de discussion. Ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, effectivement, donc, oui, de les mettre dans l'outil de conversation, mais de les prononcer vous-même à l'écran en utilisant la fonction lever la main là, qui se trouve dans les réactions, là, si votre logiciel est en français, c'est réactions au bas de l'écran de mon côté. Puis, on va prendre quelques questions parmi vous avant de repasser la parole aux panélistes. Peut-être juste pour ouvrir, en fait, là, donc, on a eu des discussions des présentations fort intéressantes pour comprendre à la fois là, le bien fondé des aires protégées, puis l'historique qui nous amenait aujourd'hui. Donc, je pense que Louise nous a dit l'histoire se répète. On va chercher à ce que l'histoire ne se répète pas exactement de la même façon. Donc, on va chercher peut-être à faire les liens là, entre nos objectifs en aménagement du territoire, nos objectifs en accès à la nature, à la fois pour les urbains, mais à la fois dans les milieux très ruraux. Alors, à ce moment-ci, je vais voir si je suis capable de voir tout le monde et on va, s'il y a des mains levées, on va prendre les questions. Qui est prêt à briser la glace? Alors, je sais qu'il y avait Brice qui avait une question. Est-ce que tu veux la dire toi-même à l'écran? Je peux la dire moi-même, là, ce sera peut-être plus clair, merci. Mais dans le fond, ça va être vraiment en lien avec ce que Louise vient de dire et la présentation de Sylvain au début, je pense. Comme une autre personne dans le chat, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, les données qui avaient été mises, là, par exemple 60% de la biodiversité dans le 20% le moins protégé au sud du Québec, là, je pense que c'était à peu près ça. Et je me demandais si le même exercice avait été fait pour évaluer le pourcentage de biodiversité qu'on va retrouver dans les terres privées. Parce que ça représente seulement 8% du territoire québécois, principalement dans le sud aussi, fait que je pense que c'est une donnée qui serait très intéressante si elle existe, justement pour argumenter qu'il faut encore plus protéger le sud et ce qui se fait en terre privée, comme vient de le mentionner Louise. Merci pour la question. Donc, c'est tout l'enjeu aussi là, de où on va chercher effectivement nos aires protégées qu'on va gagner. Donc, il y a des terres, selon la gestion, qui sont plus faciles que d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être juste compléter une autre question ou un autre commentaire avant de retourner la parole vers Sylvain? Sylvain, est-ce que tu avais une réponse à la question de Brice? Oui, moi, je peux dire que c'est certain que dans le sud, il y a beaucoup de terres privées, puis qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a de la conservation volontaire qui est proposée. Et on voit déjà ça s'installer. Est-ce que c'est assez? Probablement pas. Il y a des incitatifs qu'on pourrait penser là, pour aider les gens à conserver des territoires chez eux. Ça peut être de la compensation, ça peut être, je ne sais pas, là, des avantages à discuter. Ce n'est pas mon domaine, mais ce que je sais, c'est que oui, si on avait une vraie volonté politique, on pourrait peut-être essayer de
d'impliquer les privés qui sont dans le sud et qui possèdent des territoires parfois merveilleux et qui peuvent aider à la conservation. Même si c'est des petits pourcentages, c'est un peu le titre de ma présentation, chaque pourcent n'est pas égal. Si on va chercher rien qu'1% en terre privée, qui est dans le sud, dans les endroits où il y a le plus de biodiversité, on va avoir un gain qui sera bien plus grand qu'un autre pourcent ailleurs. Merci. Il y a Patricia là, qui nous a fait un commentaire. Je vais résumer surtout sur sa question. Donc, la question, c'est de quelle façon nous pourrions imaginer notre place et notre rôle dans la nature. On parle je veux savoir, les valeurs nouvelles, les nouveaux devoirs, nos obligations. Alors, c'est un peu, je pense que la question qu'on a de façon très générale, c'est comment on peut y arriver à réussir nos projets, justement, comment inculquer là, une acceptabilité plus large que celle qu'on a réussi jusqu'à maintenant. Alors, c'est la question, vous pouvez la lire dans la conversation. Je vais donner la parole également à Samuel et à Antoine, puis ensuite on retournera aux panélistes. Donc, Samuel. Oui, quand on parle d'aires protégées pour le Sud, assurément qu'il va y avoir des interstices et des relations pas plus fortes avec des milieux de vie que quand on réfléchit à des aires protégées pour le Nord. Et je me demande quelles sont les conditions de succès pour cette relation-là entre les aires protégées et les milieux urbanisés ou humanisés. Donc, voici l'essentiel de ma question. C'est en faisant le lien un peu avec la conversation qu'on a présentement sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme qui va beaucoup s'intéresser au milieu de vie, justement. Merci, Samuel. Donc, je vais prendre la question d'Antoine, puis ensuite, là, on a 3 questions qu'on va retourner vers les panélistes. Antoine. Faudrait ouvrir le micro, s'il vous plaît. Voilà. Jerry. Okay. J'ai cru voir dans la carte des aires protégées qui avait été proposée dans le sud du Québec, là, en Outaouais, la silhouette enfin, qui semblait être peut-être une partie du bassin hydrographique de la rivière du Moine, également de la rivière Noire et de la rivière Coulonge. Et puis, effectivement, c'est des rivières très prisées pour le canot camping. Moi, je me pose la question concernant la bande riveraine. On a parcouru le Québec souvent sur des plans d'eau un peu partout au Québec. Et puis, il y a eu des fois où on a rencontré de la coupe forestière. Puis, il y avait une bande riveraine d'à peu près 20 mètres qui restait, qui n'avait pas été coupée à certains endroits. En tout cas, c'est assez ténu. Y a-t-il quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qui détermine pourquoi 20 mètres, pourquoi pas plus, considérant qu'en réalité, pour protéger la qualité de l'eau, ça prend une bande riveraine beaucoup plus large. Également, question de protéger le paysage, comme des rivières, la du Moine, la Noire, la Coulonge, qui sont assez particulières, peut-être même aussi la Petite Nation à certains endroits. Il faudrait pouvoir préserver davantage un bon couloir de part et d'autre de la rivière, un bon couloir vert, là, un peu comme ça s'est fait en Ontario pour la Madawaska. C'est un parc. Ils ont créé un parc là, de part et d'autre de la rivière. C'est absolument magnifique. Alors, donc, qu'est-ce qui détermine cette bande riveraine, ce fameux 20 mètres? Là, comment ça marche? Là? Y a-t-il moyen d'agir? Est-ce qu'il y a moyen d'agir là-dessus? Merci pour la question. Donc, on va aller vers les panélistes. Je rappelle donc qu'on a 3 questions. Une sur notre place et notre rôle dans la nature. La deuxième sur un peu les conditions de succès là, pour tisser les liens entre les milieux urbains et les aires protégées. La troisième, peut-être un peu plus technique, là, sur les enjeux des bandes riveraines en forêt, donc le long des cours d'eau. Alors, Marie-Ève, d'abord. Ben oui, j'aurais une réponse pour les 3 en même temps. C'est ambitieux. Donc, je vous dirais que, par exemple, à la MRC Papineau, il y a eu un intérêt par rapport aux aménagistes et aux bandes riveraines dû aux valeurs communes des gens. Les gens se sont dit, il y a un comité, puis les gens avaient un intérêt ensemble pour conserver le paysage. On s'est dit, en sachant où protéger, on s'aide à savoir où pas développer.
puis après ça, ça fait moins de conflits. Donc, en fait, c'est la MRC qui a pris en charge de se faire un comité avec les aménagés du territoire. Okay, pour déterminer des endroits qui seraient vraiment intéressants à protéger. Donc, ça vient du milieu, vraiment. Ça, c'est une formule, selon moi, qui est gagnante, c'est que ça vienne de l'ensemble des acteurs et qu'on puisse mettre une loi. Et pour répondre à Antoine, au travers de tout ça, c'est que bien, ce n'est pas une loi, c'est une réglementation, là, mais tu sais, si ça passe ce schéma d'aménagement, bien là, on vient de gagner quelque chose. Il peut y avoir des bandes riveraines. Nous, là, à la MRC, il y avait beaucoup de corridors riverains qui étaient très intéressants pour la conservation. Et c'est en cours, hein, on ne l'a pas fait. Mais l'objectif, c'est d'avoir des bandes qui vont être plus larges là, que 20 mètres. Et ce n'est pas nécessairement 20 mètres partout, mais il y a moyen de mettre une protection plus stricte sur une beaucoup plus grande largeur dans certaines portions importantes. Et pour vous dire, pour la rivière, les rivières, c'est effectivement du Moine, Coulonges et la rivière Nord. Et effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup entre l'eau et de terre, entre les terres bûchées et l'eau. Des fois, c'est très restreint. Fait que j'ai constaté la même chose, là. On voyait les tortues des bois qui s'en allaient direct vers l'autoroute se faire frapper, l'autoroute de chemin forestier, je veux dire. Donc, je pense que passer par la volonté commune, c'est vraiment important. Sylvain? Moi, j'irais aussi, là, c'est le professeur en écologie urbaine qui va parler, mais on voit que les problèmes d'urbanisation ou d'harmonisation de territoire, quand on est proche des villes, ça fait appel à d'autres sciences comme celle de l'urbanisation, de l'architecture. On peut développer une densification qui va faire en sorte que on peut répondre à nos besoins de développement ou d'habitation sans nécessairement aller avoir une empreinte plus grande sur le territoire, donc éviter l'étalement. Puis l'autre chose que je répondrai à Samuel, c'est aussi qu'en général, c'est justement ces petits bijoux comme le Mont-Royal ou d'autres qui sont vraiment proches et que les gens voient dans leur quotidien, qui font en sorte qu'ils veulent les protéger. Donc, en fait, protéger même souvent des territoires qui sont proches des villes, c'est pas si compliqué. Les dernières petites forêts boisées qu'il y a à Gatineau sont tous en ce moment défendus par des associations. Il y a vraiment un soutien en arrière. Donc, je vois comment ces petits joyaux-là, proches des villes, peuvent avoir du soutien parce qu'on les voit. Et même, ils peuvent y aller en général. Il y a la forêt Boucher à Gatineau, où il y a à peu près 150 chiens qui passent tous les jours avec leur maître là-bas. Le jour où quelqu'un a dit on va développer, puis on va faire quelque chose avec ça, tous les promeneurs de chiens capotaient à savoir comment ils allaient faire pour promener leurs chiens. Et ils ne veulent pas perdre cette forêt-là qui n'est pas exceptionnelle, mais qui rend un service fondamental parce qu'elle est plus proche des villes. Donc, son importance est encore plus grande. Merci, j'ai vu Patrick et Louise là, qui voulaient répondre également. Oui, en fait, je suis interpellée par les trois questions de l'implication, comment est-ce qu'on s'implique ou quelle est notre place là-dedans. Puis la question des bandes riveraines, la question de Samuel sur le milieu urbain. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un sérieux problème. Pendant des années, on a aménagé le territoire. Moi, je dirais ça avec du papier blanc et des lignes bleues. Il n'y avait pas de nature en dessous. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de milieu humide, il n'y avait pas de forêt, il n'y avait rien. On décrivait des lots, puis on les construisait indépendamment de ce qui se retrouvait sur le territoire. Donc, on vit avec un peu cet héritage-là, mais il n'est pas trop tard pour rajuster le tir. Maintenant, il faut maintenant exiger que tous les schémas d'aménagement, tous les plans d'urbanisme soient faits sur la base d'une bonne connaissance du territoire. Et tous les outils, je viens de travailler sur un projet là, qui est dans le cadre des corridors écologiques qui est parrainé par Conservation de la Nature Canada. Là. Je viens de faire l'inventaire de toute la réglementation municipale et de tous les exemples, dont certains sont tirés d'Argenteuil, entre autres, tous les exemples et les possibilités que nous offre
la réglementation municipale pour protéger ces milieux-là. Quand on parle de compensation, je viens de travailler sur le projet avec l'Union des producteurs agricoles pour compenser les agriculteurs pour élargir leur bande riveraine. Le problème, alors en terre privée, c'est une question d'argent, c'est une question de compensation. Les incitatifs existent. On a fait des gains formidables, certains groupes de conservation sur des portions de territoire. Donc, il faut continuer cette affaire-là. Et puis l'annonce ce matin du ministre Charette d'ajouter des argents pour la protection en terre privée, ça a été très, très bien reçu. Mais il faut se rendre compte que ça fonctionne, mettons, je dirais, dans la périphérie des grandes zones urbaines et périurbaines, parce que le coût des propriétés nous permet encore de le faire. On vient d'acheter à Corridor Appalachiens une propriété d'au-dessus de 400 hectares pour à peu près 2,4 millions de dollars. Donc, ça reste encore abordable, même si ça a l'air d'être des gros chiffres. Les programmes actuellement au fédéral, au provincial nous permettent de faire ça. Ça prend juste plus de joueurs sur le terrain pour en faire plus, là. Alors, c'est ce qu'on essaie de développer en ce moment avec le réseau des milieux naturels protégés puis plein d'autres groupes qui sont sur le territoire. Mais quand on se retrouve en zone urbaine où l'acquisition d'une seule propriété, c'est tout le budget pour 3 ans du ministère, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas. Et puis les besoins que vient d'exprimer M. Sylvain Delagrange, de gens qui ont des boisés à proximité de chez eux, mais qui sont incapables de les protéger, c'est là qu'il va falloir être beaucoup plus exigeant de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement pour intégrer ces notions-là qui font partie du bien-être des collectivités. Et avec les changements climatiques qui s'en viennent, ça devient encore plus critique. Alors, il y a beaucoup de municipalités de MRC qui ont déjà pris un peu le taureau par les cornes en se disant, bon, ben, tant qu'à faire nos plans régionaux sur les milieux humides et hydriques, pourquoi pas faire nos plans de protection de milieux naturels, puis essayer déjà d'atteindre le 30 %, voire plus de superficie de protection de milieux naturels sur nos territoires. Donc, on dirait des fois que les gens, les communautés sont bien en avance de ce que nos lois proposent. Il faut les réviser, mais les gouvernements sont toujours un petit peu gênés de brusquer certains groupes, certaines parties prenantes du territoire parce qu'il y a des enjeux politiques derrière chacune des décisions qu'ils prennent. Alors, c'est extrêmement important que ces objectifs-là de 30 comment je peux dire, transgressent le seul objectif du ministère de l'Environnement sur ces terres, de faire d'atteindre 30 % sur les terres publiques, entre autres la zone de forêt commerciale, mais aussi il faut que ça transgresse au niveau des terres privées, au niveau de l'occupation du territoire. Merci. Patrick, sur les questions qu'on a reçues? Oui, moi j'aimerais répondre à Patricia entre autres, mais ça répond aussi à tout le monde. Moi, je pense aussi qu'il y a une question à s'introspecter, les groupes écologistes et les éducateurs et tout ça. Parce que moi, dans le fond, ce que j'ai l'impression qui pourrait être positif pour aider par rapport au rôle de l'humain, c'est un aspect de l'éducation et un aspect de l'éducation qui est comme dans lequel l'énergie est... On est dans l'appréciation de cette nature-là. Puis, j'ai remarqué dans la MRC de Papineau, quand on a commencé il y a 10 ans, les élus ne connaissaient pas les éléments de biodiversité nécessairement, les mers, tout ça. C'est à force de leur faire miroiter qu'il y a des merveilles chez eux, que c'est des trésors, puis que de leur présenter des photos de ça, de les inviter à participer à ça, que tout à coup, tranquillement, les élus deviennent des leaders là-dedans. Tu sais, les élus ils aiment ça, être les leaders de certains trucs. Fait qu'on on les nourrit dans ce sens-là d'une manière positive. Puis, c'est aussi aller plus loin que ça, c'est d'aller dans les écoles avec les enfants, parce qu'on parle de l'héritage des enfants. Je pense que d'interpeller les enfants sur qu'est-ce qu'ils veulent, de leur présenter mieux la nature à l'école. La biodiversité est très peu vue à l'école. Les enfants n'étudient pas c'est quoi la différence entre un sapin et un épinette. Tu sais, c'est quand même assez fondamental. Là, on est au Québec, nos ancêtres, ils ne se faisaient pas passer un sapin.
Mais là, ils pourraient se faire passer un sapin parce qu'ils ne l'apprennent pas. Fait que moi, je pense que si on fait tomber en amour nos enfants avec ce territoire-là, que ces enfants essaiment la bonne nouvelle à leurs parents, bien là, on commence à rentrer dans un mouvement social. Parce que si on veut faire changer les politiques, ça prend un mouvement social, puis je crois que notre lien avec la nature, ça va passer par des valeurs d'appréciation, de gratitude, de reconnaissance, de considération pour le vivant. Fait que c'est vraiment une transformation de nos valeurs qui va changer notre relation au territoire. Puis c'est un amour puis une considération. Ça commence par un amour puis une considération puis une écoute de nos propres enfants. Fait que c'est ça, moi, ma réponse à la question. Ouais. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, je sais, Patricia, que tu voudrais continuer, mais il y a des gens encore là, qui voudraient prendre la parole. Mais bon, si vous me permettez de résumer quelques trucs qu'on a entendus, donc partir dans toutes vos interventions, partir de la volonté terrain, des gens éduqués qui voient dans leur milieu, qui ont un intérêt. On a parlé d'acteurs importants, hein? On a parlé des MRC qui font des comités. C'était un cas précis dans ce cas-là qui était un peu le fer de lance. Fait que je trouve ça important qu'on ait pointé un peu une responsabilité. On a parlé aussi des besoins financiers dans les milieux urbains pour les grands parcs. Vu l'heure qui avance, je vais prendre les deux personnes qui n'ont pas pu prendre la parole jusqu'à maintenant. Donc, c'est Sylvain et Emmanuel. On va s'assurer de fermer la rencontre à peu près dans l'heure prévue. Là. Puis si jamais il y a des gens qui veulent poursuivre, on poursuivra. Alors, je vais donner la parole à Sylvain Perron, ensuite à Emmanuel de Nature Québec, puis un mot de la fin aux panélistes. Sylvain. Génial, merci Philippe. Je vais faire ça vite. Là. Louise, elle l'a bien dit, là, le ministre vient d'annoncer un investissement de 40 millions là, pour le projet Partenariat pour la nature. C'est intéressant, mais 40 millions, c'est des peanuts quand on regarde quelques hectares de forêt à Montréal, à Québec, dans ce coin-là. C'est des peanuts comparativement à ce que vos besoins est réel. Puis jamais, en fait, il faut s'en rendre compte aussi, hein, jamais l'argent va pouvoir être un trade-off qui va être financier, qui va être suffisant pour contrebalancer le déploiement immobilier. Hein. On ne se le cachera pas, c'est ça quand même. Mais pourtant, quand on regarde d'autres ministères, dans les années 70, on a créé la Commission de la protection du territoire agricole, qui a permis en fait de mettre un gros halt là, sur le déploiement immobilier en milieu agricole. Ça l'a vraiment très bien réussi. Malgré toutes les critiques qu'on peut avoir avec la CPTAQ, c'est un élément qui est intéressant. Puis, Louise, en fait, on pose la question, tu sais, comment on peut faire pour protéger des milieux naturels. Puis là, je lance ça. Là. Est-ce qu'une commission, par exemple, sur la protection des milieux naturels va devenir un outil qui va être envisageable pour protéger les milieux naturels qui sont très à proximité des milieux urbains? Je lance ça aux trois panélistes. Là. Une commission de la protection des milieux naturels. Merci pour la suggestion, Sylvain. Emmanuel? Oui, bien, merci aux 4 panélistes pour vos présentations. Moi, c'est Emmanuel, je travaille à Nature Québec. Ma question s'adresse aux 4 panélistes. C'est comme Louise l'a mentionné, là, Mme Laforêt a lancé une grande conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, selon vous, qu'est-ce qui doit se retrouver vraiment dans la future stratégie là, sur ce sujet-là pour assurer une meilleure conservation justement de la biodiversité et de l'environnement? Voilà. Merci pour la question. Alors, les panélistes, ça sera votre mot de la fin en même temps, donc sans succès sur les 2 dernières interventions. Pardon, est-ce qu'on pourrait entendre Patricia? Je crois qu'elle nous a quittés, puis là, voilà, la parole, ça va être aux panélistes pour conclure, puis on pourra poursuivre. Si elle est avec nous encore, on pourra conclure après l'heure officielle de fin. Là, je voudrais juste libérer les gens, on les avait retenus jusqu'à 13h30. On les avait promis 13h30. Alors, aux panélistes. Sylvain. Oh, il y avait Louise. Bon, Louise et ensuite Sylvain. Je peux commencer. En fait, oui, c'est pas la première fois que je pense à la commission sur les aires protégées. D'autant plus que là, on a fait des outils aussi là, avec les atlas sur la conservation des milieux naturels pour tout le sud du Québec qui tiennent compte des préoccupations de Patrick, donc qui commencent avec les écosystèmes forestiers exceptionnels, les forêts matures, les espèces menacées ou vulnérables, tout ça. Ça commence par ça pour, après ça, compléter le réseau avec des éléments représentatifs
Donc, on a déjà ces outils-là, ça existe. Je comprends que le gouvernement en terre privée veut tout le temps que ça soit que ça soit volontaire, que les gens s'engagent volontairement dans la protection des milieux naturels. Mais si on veut vraiment s'assurer de ne pas, comment je pourrais dire, handicaper, si on peut utiliser ce mot-là, les générations futures à cause des mauvais choix qu'on va avoir faits aujourd'hui parce qu'on prend trop le temps de le faire, on veut être trop gentil, on ne veut pas perdre de vote, puis ça. Il faut absolument que la prochaine loi sur l'urbanisme et l'aménagement donne pas nécessairement des cibles, mais parce que dans une loi qui peut durer 40 ans, comme celle-là qu'on a eue, si on met une cible et qu'elle change, elle devient déjà obsolète, mais que ce soit exprimé clairement qu'il faut que le ministère des Affaires municipales se rallie aux objectifs de développement durable du gouvernement du Québec. Il faut que ça soit clairement écrit. En ce moment, il y a un très bon article, s'il y en a, je peux mettre le lien dans le chat tantôt, qui a été produit par les Talbot et Boiral. C'est des gens qui travaillent sur l'administration publique, c'est des chercheurs de l'Université Laval. Et ils disent que c'est une aberration que le ministère des Affaires municipales n'ait pas d'objectif en matière de développement durable dans sa propre définition de ministère. Puis même si les autres en ont, c'est pour la plupart de la frime, là, c'est juste pour bien paraître, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est vraiment mis en œuvre sur le terrain. Alors, c'est extrêmement intéressant comme article. Si vous ne l'avez pas, je vais vous le faire parvenir, mais on a un problème entre l'expression, là, il faut que les bottines suivent les babines, là on est rendu là. Alors là, il faut vraiment avoir des objectifs clairs, puis des obligations claires de faire comme la MRC Papineau a fait, comme la MRC d'Argenteuil, que je n'arrête pas de citer en exemple, a fait, parce qu'on a la capacité de le faire et que les citoyens sont rendus là. Oui, on parle que, oui, comment l'acceptabilité sociale, puis ça, mais on serait surpris de voir à quel point les citoyens sont bien plus avancés que nous, bien plus avancés que notre gouvernement dans leur perception de comment on devrait occuper le territoire. Merci. Sylvain, un mot de la fin en réponse aux questions? Oui, c'est ça. Je dirais que le mandat est copieux là, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire là, pour l'aménagement. Mais moi, je finis mon dernier cours en écologie urbaine en disant que la réponse n'est pas nécessairement dans la bataille contre la conservation. Mais je reprendrai un peu ce que Marie-Ève avait dit tout à l'heure avec la MRC, c'est d'asseoir tout le monde puis de régler le problème en amont, c'est toujours meilleur. Le problème, c'est quoi? C'est l'étalement urbain, c'est la façon dont on construit nos villes, dont on construit nos maisons qui est un problème. On a des villes dortoirs où il y a des secteurs où tout le monde dort, s'accumule ici, puis il y a des grandes autoroutes qui vont aller nous emmener tous en même temps dans le centre-ville pour aller travailler. Il y a des quartiers un peu plus loin qui sont développés pour le commercial. Ça fait qu'on utilise beaucoup l'auto, qu'on a besoin de beaucoup de place pour ça. Il y a énormément de projets maintenant de nouvelles villes. Ça se passe beaucoup en Chine parce qu'eux, là-bas, ils ont les moyens de leurs ambitions, ils peuvent essayer des choses, mais ils développent des nouvelles villes avec des villes quartiers où les gens travaillent proches de là où ils résident. C'est des espèces de quartiers vivants où toutes les commerces, les zones dortoirs et les zones de travail sont proches à l'intérieur même d'une circulation à pied ou en vélo. La place est faite dans ces villes-là pour les transports en commun et le déplacement pas en auto. Donc, je pense, en repensant tout ça, puis en s'imposant ces règles-là, en repensant la façon dont on construit nos villes, densification des logements, ça peut être des points qui peuvent être vraiment intéressants et qui vont soulager la pression qu'on met après sur le territoire. Donc, ça devient plus simple de dire aussi dans l'inclusion de ces territoires-là, on veut améliorer ou on veut agrandir une ville, on regarde c'est quoi la force qu'il y a, c'est quoi les territoires qui sont vraiment importants, les bandes riveraines, on va conserver tout ça et on va se construire des villes qui vont s'inclure, qui vont s'harmoniser dans le paysage, pas l'inverse. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose là, en revoyant un peu les règles d'aménagement de
construction des villes qui peuvent faire des grosses différences. Merci, Sylvain. Alors, il est passé 13h30. Est-ce que Marie-Ève, Patrick, vous vouliez avoir un dernier mot? Je vais essayer d'être brève. Dans le fond, moi, je ne suis pas très bonne pour vous parler de politique ou autre. Là. Je suis vraiment plus en écologie. Mais ce que je pense, comme disait Mme Gratton, les gains, on va les voir quand ça va aller mieux sur le terrain. On va les voir quand on va... Pour moi, c'est que ces écosystèmes-là soient protégés, qu'on arrête le massacre des espèces à statut. Là. Donc, qu'on commence à voir quelque chose de positif. Et c'est un peu ça parce que même si on parle, il y a plusieurs choses qui sont mises en place, ça va être vraiment positif. Je crois que quand on protège quelque chose et que les gens voient une belle action, ça va leur donner beaucoup de force après pour continuer. Et au contraire, si le monde met énormément d'efforts pour la conservation et que tout ça est jamais pris en compte et c'est des années de travail pour rien, ça va démotiver les gens. Fait que je pense que faire des vrais gains terrain, ça va rallier vraiment les gens et que c'est une bonne chose. Et puis après, j'irai seulement là, dans... Il faut rester alerte et vigilant et ce serait important là, pour la question à Sylvain, d'avoir une force qui est transélectorale, OK? Donc, qui est à l'extérieur on change de politique et tout le temps. Et par exemple, là, pour les mines, là, quelqu'un arrive et là, oups, une politique ici, ils veulent faire plein de mines et le paysage est détruit irréversiblement par une politique. Il faut qu'il y ait une force transélectorale pour ça et je ne sais pas, elle est où cette force-là, mais je pense qu'il a tout à fait raison d'être. Merci beaucoup. Patrick, un petit mot de la fin ou ça va? Moi, je viens d'écrire à Eric que je répondrai en privé. OK. Oui, Patrick. Moi, je veux remercier tous ces gens qui sont présents aujourd'hui en cette belle journée de la Terre pour s'intéresser à la conservation. C'est ça. Puis aussi de dire, j'ai une petite parole par rapport au ministre de l'Environnement ce matin qui disait quelque chose comme on a protégé au nord parce que c'était plus facile au nord de protéger parce que c'était du territoire public. Mais j'aimerais juste rappeler au ministre de l'Environnement que les 83 aires protégées qui ont été refusées étaient en territoire public et c'était dans le sud du Québec. Alors, il y a quand même une évidence là qui serait bien de rappeler au ministre peut-être qu'il n'était pas au courant que ces territoires-là étaient en territoire public et qu'il avait juste à signer au bout du papier, là. Mais c'est juste ça qu'il y avait à faire. C'est bon que les gens soient conscients de comprendre le portrait. C'était du territoire public dont on parlait, les 83 aires protégées. Merci beaucoup. Alors, on est allé très rapidement sur les questions qui ont été posées. On a effleuré beaucoup de sujets. Je pense qu'on a ouvert des conversations importantes. Je pense qu'on a fait des liens qu'on devra continuer à faire après la rencontre. J'ai aimé les mots de la fin de Sylvain entre l'enjeu de la consolidation urbaine, de la densification qui est à l'autre bout, arrête de mettre de la pression sur nos territoires naturels. On a eu des pistes de solutions intéressantes. Fait que je pense qu'on pourra continuer à les creuser de votre côté avec les ressources que vous avez apprises aujourd'hui et également dans nos autres rencontres de la série. Alors, juste pour conclure, déjà, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier l'ISFOR et la chaire également pour avoir été co-organisateurs de cet événement. Je veux simplement vous partager une dernière diapositive. Je ne sais pas quel mot que j'ai dit, mais sur des prochaines étapes, si vous voulez aller un peu plus loin, là, parce qu'effectivement, 1h30, c'était très court. Alors, la voici. Sur la stratégie d'urbanisme, allez consulter le site du ministère des Affaires municipales. Nous continuons à tenir des événements où on peut approfondir ces questions. Donc, notre prochain événement, c'est toujours en virtuel, mais c'est lundi le 26 avril pour la région de la Capitale-Nationale. La consultation citoyenne. Je pense que des bonnes idées qui sont sorties aujourd'hui de la pression citoyenne, la force transpartisane,
devra s'exprimer, entre autres, dans une consultation là, que le gouvernement va ouvrir à partir de juin. C'est les dates qu'ils nous ont données et les documents devraient être disponibles sous peu. Puis continuer effectivement d'échanger, de parler territoire et je pense comme on l'a entendu, moi c'est l'autre chose que je retiens, donc vraiment de partir des forces citoyennes concrètes pour créer les alliances qui sont nécessaires là, pour aller gagner des projets en conservation et autres. Alors, tout ça est très, très, très résumé. Est-ce que, Jérôme, qui nous a ouvert la discussion, tu voulais faire un mot de la fin? Ça se terminerait là-dessus. Vous pourrez écouter l'enregistrement et le partager à vos amis qui n'étaient pas là aujourd'hui. Jérôme. Oui, mais je l'ai partagé dans la discussion. Ce sera très simple. Hein. Je voudrais, tout comme tu l'as fait, Philippe, remercier l'ensemble des intervenants, des gens qui ont participé à l'organisation. Je pense qu'on aurait pu passer toute la semaine à parler de ces enjeux-là. Alors, je vous invite à continuer la discussion, la conversation entre vous, entre nous et à travers les canaux qui sont à notre disposition. Merci et bonjour de la Terre à tout le monde. Alors, merci à tous. Au revoir. Au revoir.